entre tous les autres métiers qui composent le jeu vidéo. C'est-à-dire, sans le game designer, il n'y a pas de jeu, mais surtout au sens, il n'y a pas d'âme. Le game designer en entreprise intervient surtout dans les phases de pré-production et de production. En pré-production, sa tâche est vraiment primordiale parce que c'est lui qui va en conjonction avec le directeur créatif, le directeur technique, élaborer des prototypes et des documents qui décrivent un jeu potentiel. En phase de production, être au courant de tout ce qui se passe dans l'équipe et suivre de près en fait, le travail que font les programmeurs, les graphistes, les sound designers. La perception folklorique du game design est un peu un créatif fou qui erre dans une tour d'ivoire en pondant des concepts de malade. C'est juste une petite partie de l'histoire. La vérité est qu'un game designer est surtout un professionnel de l'idée. À la fin de mon stage chez Ubisoft, ils ont décidé de renouveler mon contrat, me proposer un CDD qui depuis s'est transformé en CDI. Donc le CDD était aussi pour travailler sur les lapins crétins. Ce qu'on doit faire dans mon service, c'est faire passer tous les jeux, le but en tout cas est de faire passer tous les jeux qui sont faits à Ubisoft dans cette moulinette du playtest, c'est-à-dire du test utilisateur en fait, qui vient du test utilisateur de l'ergonomie, pour avoir un niveau minimum d'utilisabilité. On a fait venir des joueurs, on les a fait utiliser le système en fait, sans leur expliquer comment fonctionne le système au préalable. Quand je parle de système, je parle du jeu. C'est-à-dire qu'on les fait venir, on les met devant une console, on leur explique en gros que ce qu'on veut, c'est faire comme s'ils se retrouvaient tout seuls chez eux à utiliser le système et voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire est-ce que les intentions design qui étaient données par l'équipe justement sont bien comprises par les joueurs. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est-à-dire que dans Red Steel, on manie un sabre et un pistolet. Donc c'était par exemple savoir si les joueurs jouaient avec les deux types d'armes qui étaient à leur disposition, si ils utilisaient bien le bon type d'arme suivant le type d'ennemi qu'ils avaient en face. Donc nous, on relevait des données par rapport à ça, c'est-à-dire combien de fois est-ce que l'utilisateur va utiliser le sabre, combien de fois est-ce qu'il va utiliser le pistolet. Des fois ça se passe bien et puis des fois ça peut se passer moins bien. Moins bien, ça veut juste dire que parfois l'équipe de développement pensait que les joueurs utiliseraient par exemple le pistolet pour battre tel ennemi et finalement les joueurs le battent au sabre alors que le sabre est moins efficace. Donc dans ce cas-là, on va essayer de nous proposer des solutions aux équipes. C'est à eux après de mettre en place ces solutions parce qu'ils sont c'est eux qui développent vraiment le jeu. Donc de proposer des solutions aux équipes pour faire en sorte que les joueurs soient amenés, par exemple, à utiliser le pistolet dans tel type de situation, ou plutôt le sabre dans tel type de situation. Je suis plutôt dans cette partie empirique, mais il y a aussi cette autre partie d'évaluation qui là va correspondre à beaucoup d'autres ergonomes qui travaillent dans le jeu vidéo, qui là sont là dès le début, dès la conception d'un projet, et qui vont essayer qui vont travailler avec l'équipe de développement, avec les designers, avec les programmeurs, avec les chefs de projet, avec les sound designers et les graphistes, qui vont essayer de prévoir en amont, c'est-à-dire avant que le projet soit fait, qui vont essayer de prévoir comment les informations vont être données aux joueurs et d'essayer de faire en sorte que ces informations soient les plus pertinentes, les plus claires, les plus compréhensibles possibles. Ce qui est important, c'est d'avoir une équipe qui fonctionne pour justement avoir les meilleurs graphismes, les meilleurs sons, la meilleure programmation, les meilleures règles de jeu. Pour une fois que tout ça mis ensemble, on aura quelque chose qui correspond à un jeu. Si effectivement on prend tout séparé, le game designer va écrire une histoire, va écrire des règles, va écrire des principes de jeu, mais ça restera à l'état de concept, à l'état d'idée, si on n'a personne pour concrétiser la chose. Donc finalement, on est tous plus ou moins dépendants les uns des autres quand on crée un jeu. Le chef de projet est plutôt là pour voir les risques et les problèmes qui vont être liés à l'avancement du projet. Donc il est plutôt là pour gérer du planning, pour faire en sorte que tout le monde s'entende, pour anticiper les problèmes et les soucis qu'il va pouvoir y avoir pour chacun. Donc anticiper un problème technique, anticiper un problème d'entente, de faire un petit peu de social pour que les gens puissent se comprendre, puissent communiquer. Et c'est plutôt pour libérer justement les game designers et les autres spécialités de tout ce travail-là. Pour moi, la principale qualité d'un chef de projet, c'est la communication. Il faut être capable d'aller voir les gens, de discuter avec eux, de communiquer avec eux. J'ai fait beaucoup de planification, de suivi avec une méthode agile qui s'appelle le Scrum. Donc c'est déterminer des tâches pour chacun et faire en sorte que ce soit réalisé en temps et en heure. Je travaille sur un jeu, ce qu'on appelle dans notre jargon un triple A.
Donc c'est un jeu, c'est une grosse production qui peut s'apparenter à un jeu du type Assassin's Creed ou du type Uncharted. Et donc ça sera un jeu sur donc, les consoles Next Generation. Et les consoles Next Generation, justement, c'est tout ce qui est PS3, Xbox 360, bon, la Wii beaucoup moins. Voilà, c'est essentiellement ça. Ça va être... je peux rien dire de plus, en fait. Je suis programmeur dans le jeu vidéo et c'est un métier technique de réalisation qui consiste à rassembler les assets qui viennent des graphistes, des game designers, les idées aussi qui viennent du game designer, et tous les rassembler ensemble pour en faire un contenu, pour en faire un jeu qu'on va pouvoir jouer, qu'on va pouvoir tester. Vraiment, avant le concept du game designer, avant les modèles du graphiste, c'est juste des idées et des modèles qui sont éparses comme ça. Et mon travail, c'est vraiment de faire la glue, de les mettre ensemble, de coder, d'écrire des lignes de code pour qu'on ait quelque chose qui tourne à l'écran, quelque chose qui est jouable, qui est testable et qui peut être apprécié au final. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on se rend compte si un jeu vaut la peine d'être continué, d'être développé et s'il est vraiment fun. Depuis tout petit, de toute façon, j'ai toujours voulu faire du jeu vidéo. Et donc après le bac, vu que j'avais un peu plus la fibre technique, j'ai pas hésité à commencer une licence en programmation en me disant que plus tard, pourquoi pas, je pourrais entrer dans le jeu vidéo, qui paraissait encore un monde un peu mythique, un monde un peu inaccessible. Et c'est en finissant ma licence que j'ai entendu parler de Langemind, que j'ai rejoint pour le master de programmation. Donc j'y suis resté 2 années, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai créé des contacts et j'ai vraiment mis un pied dans le monde du jeu vidéo. Quelques mois après, j'ai monté une boîte avec 2 anciens étudiants à Isart Digital, qui s'appelle DigDog Studio, et on a décidé de spécialiser sur le développement de jeux vidéo sur iPhone. Alors c'est vraiment une petite structure, on n'est que 3, et donc on est vraiment spécialisé sur les petits jeux sur iPhone, un peu plus casual, mais on peut dire un peu plus artisanal aussi. Donc c'est pas du tout le même travail que dans une grosse boîte, où le travail d'un programmeur va être un peu plus anonyme. C'est vraiment un travail où le programmeur va pouvoir apporter une patte très importante au jeu. Dès le début de la création de DigDog, on avait une bonne idée, qu'on avait bien discuté, qu'on voulait vraiment faire sur iPhone, qui s'appelle Snake Galaxy, qu'on a fini par sortir, qui est un jeu de serpent, comme on retrouve sur les anciens Nokia, où il faut manger pour grandir sans se mordre la queue. Mais on a essayé de l'adapter avec une touche de gameplay très intéressante, où le serpent tourne autour d'une sphère, et où il n'y a jamais de haut et de bas, et où on peut toujours se mordre la queue au prochain tournant, sans voir ce qu'il y a de l'autre côté de la planète. C'est un game design qui est assez intéressant, vu que justement on ne voit pas tout l'air de jeu en même temps, et qu'il faut tout le temps prévoir où va être les différentes parties de son serpent, pour pas rentrer dedans à n'importe quel moment. Le graphisme dans les jeux vidéo regroupe tout ce qui est visuel, aussi bien les personnages, le décor, et ce qui va permettre de créer un univers crédible pour un jeu. Dans une petite boîte, le graphiste va gérer absolument toute la conception du jeu. Par contre, dans une grosse boîte, le graphisme englobe beaucoup de corps de métier différents. Les concepteurs qui arrivent en amont du jeu, qui vont concevoir tous les personnages, les décors, l'univers graphique du jeu. Ensuite, des modeleurs vont arriver pour mettre en forme tout ce qui a été créé, en 3D s'il y a besoin. Ensuite, les animateurs vont donner vie. Le jeu sur lequel je travaille fait partie de la collection des Tom Clancy, avec un univers graphique très réaliste. C'est d'ailleurs ce qui m'a intéressée, car c'est très différent de là d'où je viens, c'est-à-dire du cartoon. Je suis le gérant de Game Audio Factory, qui est une société spécialisée dans la production sonore pour les jeux vidéo. Le métier de sound designer dans les jeux vidéo, c'est la personne qui s'occupe en fait des 3 composantes son dans un jeu, qui sont la voix, le bruitage et les musiques. En amont du projet, on échange beaucoup avec les game designers, les responsables du projet, les graphistes, le directeur artistique, pour mettre en place un peu une charte sonore et puis donner une patte sonore au jeu. Les différents métiers du son dans les jeux vidéo se composent du sound designer qui s'occupe des bruitages, du directeur voix, artistique voix qui s'occupe de la production des voix, du bruiteur de temps en temps, on fait appel à des bruiteurs, du compositeur et du producteur de la musique. Et tout ça est chapeauté par un lead sound designer ou un directeur audio, en fait, ça dépend un peu des sociétés. C'est une séance de prise voix avec une comédienne pour un jeu My Baby. Donc, le but de la séance, c'était d'enregistrer l'ensemble des voix, des onomatopées des bébés dans le jeu.
J'ai toujours été un gros joueur depuis mon enfance et je fais partie vraiment de la génération qui est née et qui a grandi avec les jeux vidéo.